Donc, bonjour et bienvenue à ce Facebook en direct. Mon nom est Émilie Gendron et je suis chargée de projet à l'école FQCC. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir deux grands communicateurs qui échangeront autour d'une passion commune, le camping caravaning. Je vous les présente. Monsieur Paul Lacaire, rédacteur en chef au magazine Camping Caravaning, bien connu des membres de la FQCC. Bonjour. Bonjour. Monsieur Paul Oud, animateur radio 98.5, comédien, surtout grand amateur de caravaning. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, ils sont parmi nous pour partager de bons et de moins bons souvenirs de camping. Prendront aussi un bon moment pour discuter de l'industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui et aussi de son avenir. Je vous rappelle que vous pouvez nous soumettre vos questions en commentaire ci-dessous. Nous prendrons un peu de temps à la fin pour répondre à quelques-unes de ces questions. Sans plus tarder, messieurs, je vous laisse la parole. Je vous souhaite une belle discussion avec le segment numéro 1 sur la passion du caravaning. Ça ne pouvait pas être mieux pour commencer une émission. La passion, parce que ce n'est que ça, une passion, le caravaning. Une fois qu'on y a goûté, on devient comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. D'accord? Non seulement d'accord, mais c'est, comme on dit, il n'y a pas d'équivoque. On aime ou on n'aime pas. C'est peut-être pour ça qu'on est vite passionné, mais souvent on invite des gens à goûter notre expérience. On veut faire du prosélytisme, comme on dit. Ça ne marche pas. Ils n'aiment pas ça. C'est vrai. Et il ne faut pas discuter. On tombe là-dedans, comme tu l'as dit, Paul, comme Obélix est tombé dans la potion. Ça vient nous chercher. Et après ça, c'est un mode de vie. Effectivement. Moi, j'ai connu des gens qui étaient partis sur un coup de tête, puis il y en a un des deux qui est revenu en avion. Tout simplement. Ah bon? J'ai vécu ça à Vancouver, où j'ai perdu ma belle-sœur et ma conjointe. Ah oui? Ben, c'est surtout ma belle-sœur. Et pourtant, je lui disais, comment ça se fait que tu n'aimes pas ça? Elle adore les croisières. Mais Paul, tu vois, maintenant, avec la qualité des véhicules récréatifs, c'est aussi bien qu'une cabine de croisière, non? Même si c'est un peu plus grand. Même c'est même plus grand. Et puis, je ne comprenais pas. Alors, ils ont décidé d'écourter et de ne pas vivre la traversée du Canada. Effectivement. Puis, la grosseur du véhicule n'a rien à faire. Là. Il y en a qui, dans un véhicule de 13 mètres, ils vont se sentir à l'étroit. D'autres, dans un classe B, ils vont être parfaitement heureux. Ou dans une caravane portée. La preuve, c'est que le classe B, ce qu'on appelle la petite vanne, Oui. entre 19 et 24 pieds, connaît un engouement extraordinaire. Il y a des gens qui entre guillemets, se contentent de ça. Ils passent des vacances extraordinaires avec ça. J'en suis. Je sais, parce que lorsque je t'avais vu à la Marina de Longueuil, il y a Oui. quelques années, tu étais à bord de ton Safari Condo. Oui, oui. C'était sur une plateforme Mercedes. Oui. J'ai migré vers des caravanes traditionnelles et je suis revenu au B pour son agilité. Oui. Et en tout cas, on pourra en parler dans des mésaventures tantôt, là, mais on a fait un voyage une fois, puis on s'est aperçu qu'on n'avait pas le bon véhicule. Ouais. Alors, ça n'a pas été le plus beau voyage qu'on a fait. Et c'est là la grande question pour alimenter la passion. C'est-à-dire qu'on évolue, la famille évolue. Comme par exemple, quand j'ai commencé à véritablement faire du caravaning dans mon véhicule récréatif, dans mon autocaravane, un classe C, ça a coïncidé lorsque j'ai été le chercher là, pour la première fois avec l'arrivée de mon petit-fils, mon premier petit enfant. Mon petit-fils est maintenant, il a 4 ans. Il est converti à 100% au caravaning. Il adore ça. Et donc, les besoins ont changé. Oui, effectivement. On évolue. Nos besoins qu'on avait à 30 ans ne sont pas les mêmes qu'à 60 ou 70 ans. C'est tout à fait normal. Nous, il y a des enfants, on vivait dans une caravane à Célette à plein temps. Puis on était dans le sud, on était en Californie. Puis il y a des enfants qui sont venus nous voir une semaine. On était contents qu'ils arrivent, on était contents qu'ils partent. Mais on a profité du temps qu'ils sont venus nous voir. En plein ça, comme j'aurais jamais pensé, moi, être en train de regarder de plus en plus pour une autocaravane avec lits superposés, comme tout est anglicisé dans ce monde-là, des bunk beds, des lits superposés. Ben, avec le petit qui vient d'arriver, ça serait très pratique. Effectivement. Et là, présentement, je ne l'ai pas. Alors, cette passion-là,
elle est dévorante parce qu'on évolue avec. Oui, effectivement. Puis tu parles des modèles avec des lits superposés. La notion nord-américaine du camping n'est pas du tout celle qu'on rencontre en Europe. Par exemple, j'ai vu, moi, des bunk beds avec téléviseur en haut, téléviseur en bas, pour que chacun des enfants puisse regarder ses émissions préférées. Mais Donc, on reproduit le modèle résidentiel traditionnel. Et la passion, c'est quoi la passion? C'est lorsque, même quand on n'en fait pas, entre guillemets, On y pense. on y pense tout le temps. Moi, les hivers sont très longs. Dans sevrage? Ah, je suis en sevrage. Je suis en sevrage quand j'entrepose. Parce que pour moi, le Paul, c'est pas compliqué, hein? La saison, comme la saison de hockey ou la saison de baseball, dans votre saison, pour moi, c'est la fête des Patriotes, le long week-end Oui. du mois de mai, Oui. et l'Action de grâce au mois d'octobre. Notre saison, c'est très court. C'est très court, effectivement. En ce sens-là, le réchauffement climatique nous donne peut-être quelques espoirs, mais on passera ça sous silence. Et pourtant, il suffit d'être à peu près 10-15 degrés de latitude de Ah moins. ouais. Vous allez en Virginie, les campings opèrent À l'année, pratiquement. à l'année. Oui. Alors qu'ici, on a quelques campings maintenant qui se risquent en hiver, mais ça demande vraiment une adaptation. C'est vrai. J'ai commencé, là, moi, là-dedans. Mon premier VR à plein temps, on était au camping Alouette quand ils nous l'ont livré le 25 octobre. Et le 4 janvier, on était dans le verglas. Alors, on a appris ce que c'était. Puis on avait Ouais. passé l'hiver au Québec dedans. Mais il y en a qui le font. Mon expérience avec les véhicules que j'ai eus, c'est pas des machines qui sont faites pour fabriquer en fonction de l'hiver. Non. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai vu un commerçant de VR qui avait dit ça, c'est un véhicule 4 saisons. 3 saisons au Québec, puis une saison dans le sud. Ça, j'aime l'idée qu'un véhicule, 4 saisons. C'était pas mal ça. Oui. Puis, il y a aussi que chez nos voisins américains, la notion de véhicule isolé n'a pas la même connotation que nous. Eux, ils vont isoler contre la chaleur, alors que nous, quand on parle d'isolation, c'est contre le froid. Exact. Et là, on tient compte des ponts thermiques qui peuvent se créer, puis qui peuvent abîmer un véhicule récréatif facilement. Et j'avais commencé à dire le mot passion. Oui. Le mot passion, il faut que ça soit sur une longue période. On peut avoir une passion de 2 ans ou 3 ans. Oui, on peut aimer ça pendant quelques années puis dire, je passais à autre chose. J'ai trouvé un parallèle semblable avec ceux qui aiment les bateaux. Oui. Bon, il y a des gens qui rêvent bateau tout l'hiver aussi et qui attendent le salon du bateau, comme on attend le salon du VR, pour dire, moi, quand on arrive au salon du VR, je me dis, eh, bon sang, on n'est pas loin du Saint-Graal. Oui. On s'en va au Palais des Congrès, c'est encore froid, c'est le mois de mars. Et je me dis, oh, bon sang, on n'est pas loin. Ouais. C'est ça la passion, c'est que ça s'entretient 12 mois par année. Effectivement. Puis, quand t'es pas long, on s'en ennuie, comme tu disais si bien. Puis il y en a évidemment qui prolongent. On a mis beaucoup en vedette depuis le début de la pandémie les snowbirds, ce qu'était la vie de snowbird. Vous avez des gens pour qui ils étaient réglés comme des horloges suisses. Partaient le 1er novembre, revenaient le 1er mai. Évidemment, ça a été bousculé avec la pandémie et tout ça. Mais en voilà d'autres qui, l'année passée, ont été privés de leur migration annuelle. Allez donc leur demander si c'est une passion. Ah, c'est évident. C'est très, très, C'est très dans clair. l'état de manque. Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, on le voit, la frontière vient d'ouvrir. Et il se bousculait comme si c'était le départ d'une course. Tout le monde chez les blocs de départ, prêt à partir à minuit, 1 minute. Oui. Bon, il faut que je monte mon volume. Bon, ça ne sera pas long. Ça va? Parfait. Alors, tu reprends où tu étais. Ben oui. 4-5 heures d'attente pour passer la frontière, pour s'en aller. Et c'est plus une passion parce qu'on développe à part ça toutes sortes de talents cachés. Moi, j'étais incapable de réparer une poignée de porte. J'étais pas de type manuel. J'ai dit, j'étais pas de type manuel. Depuis que je fais du caravaning, depuis que j'ai une autocaravane, je me suis rendu pas si mal. C'est un proverbe qui dit nécessité oblige. Exact. Autre aspect, je ne cuisinais pas avant. Et maintenant, un de mes plaisirs passionnés,
d'être en autocaravane, d'être en camping, c'est de cuisiner. Question de survie aussi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, on apprend plein de choses. Et ça fait partie du bonheur de l'apprentissage. Si vous êtes du genre à dire, ah, moi, c'est la vie d'hôtel, quand je suis en vacances, je vais me faire servir 7 jours sur 7, je vais avoir tous les services et tout ça, c'est pas la meilleure option. Oui, c'est vrai. Puis tu peux être isolé à l'hôtel parce que tu connais personne ou tes rencontres, tes saluts quand tu les vois dans le corridor, guère plus. Ouais. Mais les gens, ce qu'ils ignorent, c'est que ils disent, ben oui, mais tu te coupes de tes racines. Ouais. Mais on développe de nouvelles racines plus éphémères, mais on en développe beaucoup. Et les études démontrent que les gens qui font du caravaning beaucoup sont des gens qui vivent généralement mieux, en meilleure santé. Ça se comprend. On fait de l'exercice, on va marcher, on fait du vélo. On a des liens sociaux avec les autres personnes qu'on rencontre sur les campings. On tisse des liens et on a une vie sociale. Alors, quoi demander de mieux? Puis en plus, on découvre de beaux paysages. On demande de passer à notre Ah bon? deuxième thématique et je vais enchaîner tout de Vas-y suite donc. parce que non, mais c'est parce que tu as mis la table. Souvenir de caravaning. Tu parlais de la mentalité, comme par exemple les gens de camping. Les gens de caravaning sont des gens grégaires. Oui. Et si vous ne l'êtes pas, vous allez le devenir par la force des choses. Alors, il y a moyen de s'isoler quand même, puis de dire, moi, je suis de type plus tranquille, j'aime pas ça participer à des activités de groupe. Il en demeure pas moins que vous allez vite deviner, en général, que la vie du camping est une vie très sociale, très bien basée. Et moi, ma première expérience, mon premier souvenir, j'avais loué un petit classe B, un Winnebago Era, pour être très précis, et on avait été au camping, un camping que j'avais bien aimé, à Lac-du-Cerf, dans les Laurentides. Et évidemment, pas d'expérience. J'avais oublié tout. Des fourchettes, des couteaux, des assiettes. J'avais pas de lait pour le café le matin ou quoi que ce soit. Tous les gens du camping m'ont fourni, sont venus à ma rescousse. Ben oui. Et c'est à peine si je l'avais demandé. Et j'ai dit, dès la première journée, j'ai dit, voilà l'esprit d'entraide qu'on ne trouve pas nécessairement dans nos activités quotidiennes. C'est un fait. Mais en même temps, cet esprit d'entraide, ça rime avec un grand respect. Si tu veux ton intimité, il y a des codes non écrits, par exemple. Si ta porte de caravane est fermée, venez pas me déranger. Oui. Si ta porte est ouverte, les gens peuvent approcher. Et ça, ce respect-là, on le retrouve beaucoup chez les gens qui font du caravaning. Oui, parce qu'il y a un code non écrit qu'on apprend, des fois en commettant une petite erreur et tout ça. Comme par exemple, on ne traverse pas via le site de quelqu'un pour gagner du temps pour aller dans l'autre allée. Mais on ne sait pas au début. C'est ça. On ne va jamais marcher sur le terrain du voisin. Non, on ne sera pas arrêté Alors. ou le voisin ne deviendra pas violent, mais on se fait dire discrètement, la tradition veut l'éthique. Oui. L'éthique veut qu'on ne traverse pas par le site. Bien sûr, parce que quand on m'attribue un emplacement, je l'ai loué, donc il m'appartient pour le temps où je suis là. Alors, c'est tout à fait normal. Mais toi, tu dois en avoir accumulé des souvenirs. Ouais, des bons puis des moins bons. Ouais, on se souvient davantage des bons. Peut-être mes coups de cœur, moi, c'est l'Arizona, le désert. On en avait parlé un petit peu tantôt. La possibilité d'être sur une autoroute à 4 voies et puis décider qu'on a assez, on va camper. Et là, on n'est pas obligé d'attendre la prochaine bretelle de sortie comme on fait sur l'autoroute 20 ici. On ne sort pas n'importe où parce qu'il y a des fossés. Là, il n'y en a pas. Et le désert, il est solide. Alors, tu prends le champ, littéralement, puis là, tu vas t'installer dans le... Tu fais seul. Moi, des gens qui m'ont dit, t'as pas peur? Ben non, il n'y a pas de monde. Hein? Le soir, c'est les coyotes que t'entends, c'est génial, à la lune. Là. C'est ça qui est extraordinaire. Les gens ne savent pas qu'on est dans une machine, mais en communion directe avec la nature. La traversée du Wyoming, du nord au sud, via le parc Yellowstone, c'est quelque chose. Et la chaîne de montagnes des Grand Tetons, où on est au pied d'une montagne de 4000 mètres quand même. Vous êtes dans l'autocaravane, puis là, vous décidez, on va se faire un petit cappuccino devant la montagne, arrêter. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas
faut pas être obligé de payer un parc de stationnement. Tout ça. On sort un petit peu des sentiers battus. On a le temps de dîner, de luncher et d'admirer cette beauté exceptionnelle. Effectivement. C'est des beaux endroits, ça. Il y en a plein. Il faut juste les découvrir. Il faut oser partir. Ouais. Une fois que tu as cassé la glace puis tu es parti, bien, c'est sûr que si tu te sens en aversion, tu n'iras pas loin. Mais à partir du moment où tu acceptes de t'ouvrir au caravaning, bien là, tu découvres. Puis plus tu découvres, plus tu veux découvrir. Oui. Évidemment, le prix à payer, puis ça va être notre prochain segment, les mésaventures qu'on a vécues, parce qu'il y a un prix à payer quand même. Si on. Ben, je disais la même chose pour ceux qui sont des passionnés de nautisme. Tous ceux qui ont un bateau à voile ou qui ont eu un bateau ont leur lot de mauvaises surprises des fois, mais ça fait partie de ce que j'appellerais l'ensemble, si on veut. Ouais. Sauf que si tu tombes à l'eau, si tu ne sais pas nager, tu es plus mal pris que si tu fais une crevaison. Voilà. Et c'est pour ça que je fais du caravaning plutôt que du transatlantique. Ah ouais. Mais des souvenirs exceptionnels. Moi, j'aime l'astronomie. Oui. Ben, je suis astronome amateur depuis 50 ans. Donc, à bord de mon autocaravane, j'ai deux télescopes. Et évidemment, ce que les gens ont perdu peut-être, c'est le cas de dire, de vue. On habite dans des villes qui sont suréclairées, des lampes au sodium. Nos petits-enfants et nos enfants ne savent même pas où est la Lune, des fois, où est Jupiter, ou Saturne. Vous vous installez en camping. Non seulement ils ne savent pas, mais ils ne l'ont jamais vu, tellement jamais le ciel vu. est obscur. Exact. Alors, ils ont vu un lampadaire au sodium, puis ils n'ont pas vu la Lune à C'est ça. côté, le croissant de Lune. Vous partez avec l'autocaravane et vous n'avez pas loin à faire avant que la voûte céleste s'ouvre comme un planétarium. Et les gens qui viennent découvrir ça avec moi avaient oublié qu'il y avait des étoiles, qu'il y avait la Voie lactée. Et qui me demandent, c'est quoi ce nuage-là dans le ciel, en pensant qu'on va avoir peut-être un petit ennuagement au cours de la nuit. Alors que c'est la Voie lactée. Je leur passe une paire de jumelles et je dis, pointez directement dans le nuage en question. Et là, ça permet de découper, évidemment, les étoiles. Et là, on entend des commentaires. À la période du mois d'août, le 11 août, vous vous installez dans des chaises confortables, des chaises longues, à côté de... Les Perséides. Oui, et vous avez votre salle de bain, en cas d'usage. Vous pouvez vous prendre un petit digestif, un bon verre de vin. Vous êtes étendu à côté. Votre lit vous attend plus tard et vous regardez passer les Perséides. Exact. Difficile de... Ah, c'est difficile de rêver mieux, là. C'est pas du rêve. Là, les gens pensent qu'on est en train de vendre ça. Mais c'est un peu ça, dans le fond. Que moi je n'ai rien à vendre. Pas du tout. Mais les gens ne savent pas ce qui manque. Oui, c'est vrai. Mais c'est le propre des gens passionnés d'en parler tout le temps. Oui. Et Mais, quand on se rend compte, c'est encore pire. Parce que là, on jase de toutes sortes de trucs oui, techniques. Puis les affaires qui sont moins le fun, habituellement, comme les assurances. oui. Oui, d'assurance maladie, d'assurance voyage, d'assurance automobile, les délais qui sont fixés, par exemple, par des normes administratives. Il faut composer avec ça. Et c'est pas facile de s'y retrouver des fois. En fait, la tête n'arrête pas de nous marcher 12 mois par année. Parce que l'hiver, moi, souvent l'hiver, je m'attaque à toutes sortes, c'est même pas des problèmes, mais toutes sortes de préoccupations qui entourent mon autocaravane. Par exemple, avoir un signal fiable pour faire de l'Internet, parce que je travaille beaucoup dans mon autocaravane. Et puis là, ça a évolué au fil du temps. C'est pour ça que je me régalais de tes chroniques, où souvent tu abordes ce genre de questions-là en disant, je pars pour tel temps, Tel périple, oui. telle période, je ne suis pas sûr de trouver du Wi-Fi. Je peux-tu me rabattre sur du LTE ou du 4G? Nous, quand on finit par tomber dans le caravaning, surtout quand on a une caravane, c'est toutes les préoccupations qu'on a 12 mois par année. On ne se pose pas la question, à la maison, on a le câble. Ça vient tout seul? C'est ça. Alors que là, il faut redéfinir. Et cette année, il y a une problématique particulière, c'est que les signaux télévisuels qu'on avait avec Chat Direct et auparavant avec Bell ne sont plus disponibles dans le Sud. Alors les gens, les Québécois, ils gardent voyager puis capter tes émissions de télé, Oui. c'est garder une attache dans ta Oui. culture. Oui. C'est tes nouvelles, c'est tout ça. Et là, cette année, ils l'ont pas, là. Alors Et là, t'as ils tellement le monde raison. cherche. À un moment donné, moi, je me rappelle plus où, je pense que c'était à Thunder Bay.
Et puis, je captais le signal de Radio-Canada, bien Ouais. entendu, en télévision analogique. Je n'avais même pas d'antenne parabolique. Et il y avait eu un terrible accident sur l'autoroute métropolitaine qui avait tout paralysé. Malheureusement, il y avait eu des victimes là-dedans, un camion qui Camion, avait ouais, qui avait pris en Ben, feu. moi, j'étais à Thunder Bay. Ah Et bon, j'étais content d'avoir, quand je dis j'étais content, j'étais d'être en informé. contact, Ouais, c'est ça. informé, parce que c'est mon milieu de travail. Je trouvais épouvantable la tragédie, mais j'étais informé au moins. Et tu as raison de dire que ça aussi, c'est un aspect qui évolue, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être, par exemple, est-ce que j'ai besoin d'un onduleur? Est-ce que j'achète ça? Un onduleur, pour les gens qui ne le savent pas, c'est fabriquer de l'électricité sur du courant ordinaire, du 110, à partir d'un accumulateur sur batterie, tout ça, alors que j'ai déjà une génératrice à essence. Eh bien, on n'arrête pas de se poser ces questions-là. Et forcément, c'est une passion qui peut devenir, si on veut, là, si on ne s'arrête pas, vraiment au terme exact du dictionnaire, dispendieux. Oui, effectivement. On peut en Surtout, ajouter. ben, tu peux en ajouter, mais aussi, si tu ne prends pas des mesures préventives, tu me parlais d'une génératrice, j'ai vu des gens qui vendaient leur VR, ça faisait 4 ans qu'ils l'avaient, la génératrice, je ne m'en suis jamais servi. Ouais. C'est pire que si tu t'en sers. Exact, il faut qu'elle marche. Ben oui, sinon les joints d'étanchéité vont sécher, puis elle va demander beaucoup d'argent. Alors, il y a de la prévention à faire, puis il faut être aux aguets. Et il faut être capable d'accepter, comme n'importe quoi dans la vie, de toute façon, même avoir une voiture, même on peut se blesser en vélo, il peut nous arriver des mésaventures. Oui, Il oui. faut que je te compte la mienne. Vas-y. Ça a été ma plus importante. Et en même temps, ça va me permettre de rendre hommage à la Fédération québécoise de camping caravané. Je ne pas. On est en Colombie-Britannique, dans un décor de rêve. Vraiment. Et on vient de passer une ville, et ça va intéresser les amateurs de hockey ici à Montréal, parce que c'est la ville natale du grand défenseur Shea Weber du Canadien, Sekamus. Sekamus, Colombie-Britannique. Et puis, je passe Sekamus à 7 heures le dimanche matin. Un temps splendide, radieux. Alors, il y a comme couleur le bleu du ciel, le gris des montagnes et la neige des montagnes qui m'entourent. Et on est dans le bonheur le plus complet. J'avais préparé mon latte pour le voyage. Le moteur ronronnait à perfection. Et on sort de Sekamus pour s'engager sur la Transcanadienne, sur la route 1. Et à 100 km/h, double crevaison, c'est-à-dire les deux roues arrière gauche sur mon côté de conducteur, pouf, éclate, les deux pneus. Heureusement, j'ai pu me tasser. Je me rappelle encore du nom, c'est un tout petit village qui s'appelle Malaqua. Puis il y avait une piste de go-kart, de karting. Puis, le petit Jésus était bon. Ça m'a permis de pouvoir me tasser rapidement dans un endroit sécuritaire. Il n'y en avait pas d'autre, c'était la Transcanadienne. Et puis voilà, deux pneus finis, déchirés complètement pour une insignifiance. Parce que j'avais ajouté des prolongements pour mettre la pression des pneus doubles. Alors j'avais acheté ça, ça m'avait coûté à peu près 2,75 $ dans un Canadian Tire. J'avais fixé ça, puis il y en a un qui s'est recourbé, qui est allé déchirer le pneu intérieur, qui a fait exploser l'autre pneu. Des fois, là, les Anglais disent, si ça marche, touchez à rien. Ouais. C'est ça que j'avais fait, moi. Eh bien, j'étais membre de la Fédé, je suis toujours membre de la Fédé. Je prends l'appel en disant, il n'y a personne qui va répondre un dimanche matin. Une gentille assistante me répond, puis elle dit, demeurez calme, on va faire tout ce qu'il faut pour tenter de vous dépanner. Oui, mais à 7 heures le dimanche matin, en Colombie-Britannique, les parachutes n'ouvrent pas le dimanche. Il n'y a rien qui ouvre. En Colombie-Britannique, tout est fermé le dimanche. C'est une expression qu'on dit, on dit même les parachutes n'ouvrent pas. Eh bien, elle demeurait avec nous, elle dit, profitez-en pour déjeuner. Ben alors voilà, on est en double crevaison, l'autocaravane est penchée comme ça, pas grave, on est bien à l'intérieur, j'ai l'air climatisé, mon grille-pain fonctionne, mes cafetières fonctionnent, on s'est pris un très bon déjeuner, puis on a attendu. Puis il y a quelqu'un qui est parti de Kamloops, qui est venu nous poser sur place 2 pneus
grâce à l'assistance routière de la Fédé. Bon. J'ai dit, juste pour ma carte de membre, là, juste ma carte de membre, pensez-vous que ça valait pas la peine, ce matin-là? J'étais assez content. Je comprends. On est reparti. Ce qui veut dire qu'en plus, le magazine, ça devient un cadeau pour toi. Ben oui. Parce que ta carte a été payée par le plaisir que tu as eu de te faire réparer. Moi, pas sur le magazine. J'ai dit, putain, c'est ma lecture préférée. Comme ce matin même, j'ai reçu la dernière édition électronique Ouais. sur la beauté de voyager dans son autocaravane pour aller visiter les glaciers. Hein? Je connais Oui, oui, c'est correct. Tu as fait tes devoirs. J'adore le magazine. J'adore. Et comme beaucoup de gens, j'adore autant les annonces que les articles. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça formidable parce que c'est pacté d'annonces. J'ai acheté un paquet de gadgets moi, Ben oui. à partir du magazine. Mais les publicités qui sont publiées te permettent de connaître des choses qu'autrement tu Oui, ignorais qu'elles existent. exact, comme ma plancha. Ma plancha, je ne savais pas ce que c'était. Ouais. Je ne savais pas ce que c'était. Une belle plaque. Oui, oui, ronde, j'avais fait un article là-dessus. Ben oui. C'est ça. Alors, je lis le magazine à un moment donné, puis je vois l'annonce. Ceci remplace le barbecue, et puis ça. Alors, du magazine, je suis parti, c'était les oplates. Là, j'en ai 2. Et je cuisine là-dessus. J'ai même fait une émission avec Ricardo Oui, j'ai de vu. cuisson sur plancha. Exact. Mais là, Paul, tu as dû en vivre quand même des mésaventures. Oui, puis je vais te dire que c'est pas parce que tu es caravanier depuis des lustres que tu es à l'abri d'une bêtise ou d'une mésaventure. On revenait de Floride, on est dans ce qu'on appelait notre mammouth. Ma femme lui avait donné ce nom-là, c'est un 40 pieds. Ça vaut quand ça? Puis là, le soir, on arrête à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, et c'est un Walmart. On se stationne là comme bien du monde. Et là, baisse enlève l'air des ballons pour abaisser la suspension, puis mettre les béquilles pour établir le niveau. Il n'y avait pas besoin de beaucoup, mais quand même. Mais pour enlever l'air des ballons, j'avais un bouton, il fallait que je pèse dessus, je le soulève. Mais là, ça prenait 5 minutes, mais c'était bien trop long. Alors, je prends un trombone, puis je le coince en dessous du pour le garder en mécanisme. position. Ouais. Le lendemain matin, je l'oublie. Le lendemain matin, on part. Là, la suspension ne monte pas. Là, j'ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Puis j'entendais le compresseur qui fonctionnait. Puis j'entendais un sifflement. Alors, je pars, puis là, pas de suspension là-dessus. Là, c'est épouvantable. Tu sais. Fait que là, j'appelle mon copain Jean Bétourné, qui fait mon entretien. Un dimanche matin, moi aussi. Et il dit, Jean, je sais pas ce qui se passe. Fait que là, il me fait faire des petits tests. Et tout à coup, je tourne la tête et je vois le maudit trombone qui est en position. Alors, l'air sortait au fur et à mesure qu'elle entrait. Ouais. Je l'ai enlevé, j'ai dit, Jean, oublie ça, puis tais-toi. Alors, on est reparti. Mais des anecdotes comme ça, on en fait-tu des gaffes? Ben oui. Puis même après plusieurs années, hein? Même après plusieurs années, il nous arrive. Un moment de distraction. Oui, ou encore on passe une étape et tout ça. Moi, au début, j'étais sujet à faire ce genre de trucs-là. Alors, je me suis fait une liste de départ et d'arrivée avec l'autocaravane, un peu comme on passe en revue. Est-ce que les suspensions crochet? Oui. Oui. Le trombone est du coin. non. Mais tout faire ce genre de choses-là. Et le plus drôle, c'est que les gens qui ne connaissent pas ce milieu-là ont beaucoup de préjugés, notamment sur le vidangeage de nos réservoirs. Ça, là, mesdames, messieurs, il y a tout un mythe et un monde qui est construit là-dessus, en disant, ça m'attirerait, mais juste l'idée de vidanger. Et c'est parce qu'ils ont vu le film avec Robin Williams, Harvey, Oui. et ils croient que ça se passe comme ça. Effectivement. Par contre, je veux te dire, Qu'il va y avoir un geyser de matière. Oui, c'est pas le Moi, ça le m'est poule. arrivé. Mais Mais il nous arrive des fois. oui. Puis j'ai vu, moi, des entreprises de location de VR au Québec. Puis les touristes européens, ils adorent ça. Ils débarquent l'avion, puis ils se Oui. portent direct dans le VR. Et à ce moment-là, puis là, des fois, là, ils ne sont pas habitués parce qu'en Europe, il n'y a pas de tuyau de vidangeage comme on a. Alors,
J'ai vu, moi, des VR partir puis traîner le tuyau sur l'asphalte parce qu'il l'avait arraché de l'égout. Vous l'avez là. oublié? Puis il y avait une queue qui se promenait en arrière du véhicule, là, tu sais. Ouais. Mais c'est une méconnaissance, c'est une manque de vérification, etc. Le plus drôle, c'est que des vérifications élémentaires qu'on fait habituellement les yeux fermés, il suffit qu'on aille un week-end, ou peu importe, ça nous arrive, puis on a une distraction. Puis là, on s'imagine que, exemple, il y a un bouton qui permet de pouvoir couper tout le courant 12 Ouais. volts. Ah, et comme je dis, il y a beaucoup d'anglicisme, mesdames, messieurs, dans notre industrie. On avait ça, le battery disconnect. Bon. Mais ça coupe tout, le 12 volts. Tu le sais. Fait qu'à un moment donné, je suis pris dans un camping un matin et je pèse sur le bouton pour entrer mon extension de ma chambre à coucher. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Ça fonctionne. Et là, on a tendance dans le monde dans lequel on vit à paniquer pour un rien. C'est cassé. Ça y est. Ça y est, c'est cassé. Il suffit de repenser. Ah, mon bouton de batterie a été cloc, Déplacé. ça revient. Mais ça arrive régulièrement qu'on a ce genre de petit truc qui fait que si on est du genre stressé et anxieux, On panique, on panique, hein? effectivement. Il faut rester calme, respirer par le nez, puis procéder à vérifier alentour, puis toutes les possibilités Ouais, qu'on trouve. ouais. On finit toujours par Ah, ben oui. Et si tu ne le sais pas, va voir ton voisin, il va peut-être t'aider. Oui, c'est ça qui est la beauté des choses. C'est que moi, il y a beaucoup de gens que maintenant, je suis capable d'aller dépanner avant qu'ils paniquent, et des gens qui sont venus me donner un petit coup de main, et puis me dire, comme par exemple, pour reculer et parquer. Toi, tu as eu une grosse autocaravane. Ah, j'en ai plusieurs. Ah, ben, Une très caravane grosse. Ouais. insolite. C'est pas facile à stationner. C'est plus facile de stationner ça qu'un véhicule que tu vas remorquer, de séparer. Une remorque, une Ouais. caravane traditionnelle. Ouais. Dans l'ordre, la plus difficile, c'est ou la tente caravane ou la caravane traditionnelle, parce que tu tiens le volant puis tu tournes d'un sens où tu vas à l'opposé de ton volant. Alors, le petit truc, c'est de te mettre la main sur le volant. Alors, puis, ça Alors, va on très pourrait bien. conclure en disant que Oui. les aventures font pas seulement partie du caravaning, ça fait partie de la vie en général. Oui, puis ça nous amène des souvenirs. Ça nous amène des souvenirs. Oui, parce que tout finit par se trouver une solution. Effectivement. Mais on ne peut pas passer notre vie dans les souvenirs, on pourrait peut-être se projeter vers l'avenir. Alors ça, l'avenir, ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'on est dans une période où c'est absolument Une période de turbulence, de turbulence. mais d'opportunité aussi. Mais moi, je suis arrivé il y a 6 ans. J'ai eu comme une révélation. Nous, notre saint patron, Saint Paul, Oui, tu te rappelles, il nous enseignait qu'il avait été foudroyé de son cheval. Il n'y avait pas une autocaravane, il n'y avait pas un VR, il était sur cheval. oui, Et Dieu l'avait foudroyé. oui. Il était tombé en bas de son cheval, puis il était devenu passionné. Aujourd'hui, on dirait qu'il a fait une fracture cérébrale. Il avait pu faire ça aussi. Mais moi, donc, il y a 6 ans, une révélation. Il faut que je fasse ça. C'était comme un appel. Oui. Ben, c'était un très bon appel. J'aurais jamais parié, Paul, qu'avec l'arrivée de la pandémie, notre milieu, notre passion, prendrait cette tournure-là. C'est-à-dire un engouement fou. Oui. Fou. Ça t'a pas surpris, ça? C'est-à-dire qu'il y avait des signes avant-coureurs qu'on voyait venir avec les nouvelles générations de caravaniers, où il y avait un engouement, mais pas pour les mêmes raisons que les anciens dont je suis. Les jeunes, aujourd'hui, ils vivent à l'ère des médias sociaux et ils tiennent absolument à afficher leur bonheur, à se construire un bonheur sur leur téléphone pour faire saliver l'ensemble du monde, puis publier, faire des selfies, puis montrer qu'ils ont l'air heureux dans n'importe quelle situation. Alors que c'est pour ça que les petits véhicules actuellement ont la cote. Parce que ça coûte moins cher dans l'ensemble. Tout est relatif, là. Tout est relatif. Ça coûte moins cher, puis ça te permet d'aller n'importe où. Alors, ce qu'on a connu, les hippies des années 60, on est en train de revivre une version 2.0 là, au niveau du caravaning là-dessus. Il y a comme un attrait pour le Westphalia du 21e siècle. Et en même temps, je trouve que c'est une sacrée bonne nouvelle si vous travaillez dans l'industrie que de voir qu'il y a un rajeunissement de la clientèle. Parce qu'avant, là, je dirais, il y a 6, 7 ans, il y a 10 ans, on associait le caravaning, le camping,
à des gens retraités en moyen. Vrai ou faux? Exact. Puis dans une autre mesure, au feu de camp avec des guimauves ou des Ouais. saucisses à hot dog que tu Ouais. allais griller. Aujourd'hui, tu parlais tantôt de te faire ton cappuccino, ton espresso. Puis ça m'a fait penser que tu parlais de Saint Paul. Saint Paul disait, la pratique de la vertu exige un minimum de confort. Ben, tu l'as dans ton VR. C'est exactement ça. Moi, c'est Guy Mongrain, j'avais lu aussi. Guy faisait des petits blogs pour VA Saint-Cyr et je trouvais ça très bien fait, et bon photographe et tout ça. Et j'avais dit à Guy, c'est un peu toi qui as démarré, comme on dit, ma conversion, parce qu'il disait, un des plaisirs, Paul, c'est de se retrouver dans nos affaires. C'est quand même fantastique, Tu ça. n'as pas de valise là de faire à tous les jours. Tu n'as pas besoin de défaire ta valise tous les jours. Tu dors avec ton oreiller que t'aimes, avec ton toutou que t'aimes, avec de la vaisselle que t'aimes, ta tasse, tu prends tout ça. Il disait le bonheur de se retrouver partout, en Amérique, incluant l'Alaska, si on veut, dans ses propres affaires. Effectivement. Mais l'avenir du camping, tu le disais tantôt, est en grande évolution. Variété des nouveaux modèles de VR, de plus en plus techno. Et c'est pas pour rien que les jeunes s'y intéressent. On est rendu avec des technologies embarquées incroyables et on s'en va vers les véhicules électriques bientôt. Oui, c'est vrai. Et les gens vont arrêter de voir les véhicules récréatifs comme des gros pollueurs. Puis dans le fond, c'est une fausse impression. Parce que le type qui a son autocaravane, puis qui s'en va passer 6 mois en Floride, il fait le trajet une fois, aller-retour, mais pendant qu'il est là, il ne tombe pas sa pelouse, il ne fait rien d'autre. Là. Mais tu as tellement raison. Moi, je dis tout le temps, arrêtez, parce que vous faites tout simplement de la légende urbaine quand vous dites que c'est des gros pollueurs. Tu as parfaitement raison. Nos citoyens sont beaucoup moins nombreux et l'empreinte carbone est bien moindre que quelqu'un qui prend l'avion et qui est toujours en train de se promener en voyage pour ses vacances. Vrai, oui, c'est vrai. Puis en plus, quand tu es à bord, ben, tu as la liberté quand tu arrives à un croisement de route. Je vais à gauche, à droite, je continue. Tu sais, quand tu n'as pas de destination. Ouais. Quand tu es en avion, tu suis puis tu atterris là où il se pose. Exact. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, on parle de l'avenir, de la tournure des événements, c'est quand le monde s'est arrêté, très exactement le vendredi 13 mars 2020. Oui. Mais c'est vrai, on n'aurait jamais pensé ça, qu'il pourrait y avoir une mise en pause de toutes les activités d'un coup en même temps partout dans le monde. Moi, ma première réaction en ce qui concerne le milieu du camping, du caravaning, je me suis dit, oh ça va être terrible. Il va y avoir un effet où les gens privés peut-être de revenus, l'insécurité, il va y avoir des ventes massives d'équipements, de véhicules usagés. Ben non, ça a suivi le même cheminement que l'immobilier. Ben, c'est un peu d'immobilier sur 4 roues, oui. Là, ou sur 10 roues. Et j'ai été surpris. Ben non, ça a parti dans le décor. Mais l'avantage du caravaning, c'est qu'il offrait une soupape de sortie au confinement domiciliaire. Tu pouvais changer de paysage tous les jours. Ça a eu des débordements, on l'a vu l'année dernière, entre autres, avec... je ne sais pas si c'est en Gaspésie, mais moi, c'est drôle, cette crise-là, je l'ai trouvée bénéfique parce qu'elle a fait être un facteur de réflexion et ça a amené une modification des comportements. Moi, cette année, il y a une association régionale de la FQCC qui m'ont demandé d'aller m'adresser à eux. J'aurais soumis quelques sujets, puis j'en ai glissé un à la fin, puis c'est celui-là qu'ils ont retenu, où je parlais de l'étiquette du caravaning pour être le plus discret possible quand on est en mode autonome. C'est la première fois qu'un groupe s'intéressait à ça. Et ça, c'est un impact direct de ce qu'on a vu en Gaspésie et ce qui a été caricaturé au bye-bye par les bougons. Quand tu finis au bye-bye dans un VR, c'est pas une bonne image. C'est vrai. Mais les gens évoluent et il y a de plus en plus une conscience de respectueux de l'environnement quand tu es en VR. Bon, mais là, Paul, ça amène toutes sortes de problèmes qui ne sont pas uniquement des problèmes de l'industrie au sens le plus large. Les campings, les fabricants, bon, tout ça. Tous les secteurs d'activité sont en manque de main-d'œuvre et en manque de pièces. Oui.
Et Dieu sait que dans une caravane, une autocaravane, des pièces, on en a. Et il y en a qui brisent. Il y en a qui brisent, mais il y a quelqu'un qui disait, c'est ça qui est épouvantable avant de pouvoir honorer une garantie quand vous achetez une roulotte ou vous achetez un motorisé. C'est parce que vous avez à peu près 14 fabricants différents que vous pourriez poursuivre si vous n'êtes pas satisfait. Tandis que depuis qu'on a fait le ménage dans l'industrie automobile, Ford, c'est Ford. Oui. Puis si vous avez un problème de climatiseur, c'est un Ford. Si vous avez un problème avec votre banquette arrière, c'est le même fabricant. Dans nos VR, ben là, le chauffe-eau, Ouais. la climatisation. C'est toutes des compagnies différentes. Voilà. Alors, ce que ça entraîne, cet engouement-là, les prix ont augmenté de façon spectaculaire Exact. et la rareté de l'équipement. C'est-à-dire que quand bien même que vous seriez prêt à payer n'importe quel montant, financé sur 20 ans s'il le faut, vous n'êtes pas garanti d'avoir rapidement votre Non, véhicule. non. Il y a beaucoup de constructeurs actuellement, même au Québec, qui prennent des commandes pour 2024. Et hey, c'est 2 ans, là, ça, à ronger ton frein et à dire ça va être plaisant dans 2 ans. 2 ans, moi, je trouve ça long, à mon Surtout âge. si vous avez des enfants, parce que les enfants, surtout à l'âge de mon petit-fils, lui, est converti, on l'a baptisé, on l'a fait tomber dans la marmite. Alors, il adore la vie de camping et de caravaning. Mon fils aussi, son père. Mais donc, lui, il est, comme on dit, il est vacciné à vie. Vacciné à vie. Et, mais on voit son évolution. Alors, imaginez-vous, vous avez un enfant de 4-5 ans, puis vous avez un autre enfant de 6-7 ans, ils attendent avec vous la livraison de votre roulotte, mais ils ne peuvent pas vous la garantir avant 3 ans. Ce ne seront plus les mêmes enfants Non, c'est vrai. dans 2 ou 3 ans d'attente. Les enfants vieillissent Rapidement. plus Ben, rapidement. oui, effectivement. Puis c'est comme quand tu montes en auto. Ça fait 5 minutes que tu es parti. Puis quand est-ce qu'on arrive? Ben là, c'est la même chose. Quand est-ce que tu vas l'avoir, la roulotte, papa? Tu sais? L'autre chose, c'est que on a été limité dans nos déplacements. Et donc, il a fallu redécouvrir le Québec, ce qui est une très bonne chose. Très bonne idée. Tu es d'accord avec ça? Oui. On a tendance toujours à dire, pour nos vacances, l'hiver, il faut aller à, je dis souvent, Punta Tropicoco et passer une semaine, ou voyager une journée, voyager une autre journée, puis le reste du temps, soit vous êtes malade ou qu'il y a des nuages. La semaine dans le sud. Oui. Bon. Alors que la semaine sur la Côte-Nord, sur la basse Côte-Nord, n'importe quelle région du Québec, il va falloir également que nos campings, et ça, je voudrais avoir ton expérience là-dessus, Paul, il va falloir que les campings, rapidement, se mettent en mode d'éclatement de cet engouement-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais le problème, il n'est pas typique au Québec, on le voit aux États-Unis aussi. Quand il y a une industrie qui te sort 500 000 véhicules par année, même s'il y en a 250 000 qui sont mûrs encore parce qu'ils sont trop vieux, ça fait 250 000 nouveaux véhicules sur les routes, plus l'engouement, puis les gens en font plus, mais ils ne se créent pas 250 000 piastres de camping dans une année, même aux États-Unis. Cette année, ils estiment qu'il va s'en créer environ 60-70 000 nouvelles places. Mais tu as 4 fois plus de véhicules qui sont produits. Les campings, on dit souvent, ça varie évidemment, incroyable, au niveau de la technologie. Beaucoup de campings au Québec où on ne peut pas faire de réservation en ligne. Pourtant, on peut commander n'importe quel repas. Ils vont venir vous le livrer à la maison. On peut commander n'importe quoi chez Amazon. On peut commander n'importe quoi chez même les magasins québécois et tout ça. Et puis, vous avez encore des campings, il faut appeler et espérer que quelqu'un soit là au moment où vous appelez pour faire votre réservation. C'est vrai. On a hérité d'une industrie qui a pris son essor dans les années 60. On a une saison qui est très courte. On ne peut pas prendre la part des campings, mais la saison est très courte. Puis on sait qu'aujourd'hui, le développement puis la mise à niveau des campings demandent des investissements considérables. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit de plus en plus de gens vouloir devenir saisonniers, parce qu'ils veulent être sûrs d'avoir une place, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis en même temps, pour l'opérateur de camping, avoir des saisonniers, ça lui permet d'aller à la caisse, à la banque, puis dire, ben moi, je voudrais faire des rénovations, mais 60 de ma clientèle, j'ai un contrat pour l'an prochain. Ouais. Donc, je suis solvable, puis je vais le rester. Tandis que si c'est juste un camping de passagers, ben s'il pleut, il se vide. Ouais.
Parce que les gens sont encore là, beaucoup. Les opérateurs de camping travaillent très dur, Oui, très fort. Ça, là, la clientèle est de plus en plus exigeante aussi. en plus, c'est exactement ce que j'allais te dire. Il y a de plus en plus de gens qui font des crises dans des épiceries, des pharmacies, dans des avions, malheureusement dans des campings pour un rien. Ouais. Et il y a des gens qui m'ont dit ça, moi, des opérateurs de camping. Ils disaient, hey, écoutez, à la fin de notre saison, on ne finit pas millionnaire, là. Non. Le retour de l'investissement et des abonnements ou des clients est très faible. La marge est très faible. Puis il dit, de plus en plus, on a des gens impatients qui se comportent Comme si tout leur était dû, comme si tout leur était tout de dû. suite. C'est difficile. Oui, effectivement. Aux États-Unis, ils ont la chance, comparativement à nous, d'avoir des campings qui opèrent 12 mois par année. Nous, ici, c'est concentré dans 4 mois, 5 mois maximum. Puis plus tu montes vers le nord, plus la saison est raccourcie. Mais comme notre thématique est l'avenir, est-ce que tu vois un certain plateau qui va être atteint à ça? Ou si, comme disent les Anglais, le ciel est la limite, the sky is the limit? Parce qu'actuellement, Paul, ça ne démarre pas. Les véhicules usagés se vendent en ce moment en novembre. Ils vont se vendre en décembre, en janvier, des périodes de l'année où on n'a jamais vu ça. Effectivement. Non, je pense qu'on est là sur une poussée qui va durer quand même un bon moment. Combien de temps? Oh, quelques années. Est-ce que tu Facilement, dirais 4-5 que ans. ça tient tant et aussi longtemps qu'il va y avoir l'incertitude de la pandémie? Non, parce que la pandémie, elle va être derrière nous. Mais si elle a permis à des gens de découvrir le caravaning, puis je regarde des études aux États-Unis, les gens qui ont acheté des véhicules cette année sont manifestement intéressés à changer de véhicule ou à avoir un plus gros et à investir un neuf quand ils ont acheté une usagée. Donc, à ce moment-là, tu vois qu'ils ont pris goût. Puis comme on parlait au début de l'émission, ben, la passion, c'est ça. Donc, tu vois ça encore quelques années? Oui. Moi, je pense que Parce que c'est une industrie cyclique. Hein? ça a été une industrie cyclique, effectivement, puis qui n'a pas pris soin de sa clientèle. Vas-y. Ben, en ce sens que ce qui était maximisé, c'était le profit puis le volume de sortie des véhicules. Que ça brise pas, c'est pas grave. Moi, je me rappelle avoir vu un gérant, un CEO de grosses compagnies américaines qui disait, nous, on fabrique 2 types de véhicules, ceux qui vont couler puis ceux qui coulent. Franchement, Alors, tu sais, ceux qui vont couler et ceux qui coulent. ouais. Donc, tu sais, Comment t'expliques à quelqu'un qui regarde ça de loin, puis pour lui, il y a un seul nom pour désigner tout. Roulotte est là. Ah, t'as ça, toi, un Winnebago? Ouais. Parce que Winnebago, évidemment, est un joueur important. Mais je voudrais que tu dises aux gens, comment t'expliques que dans notre monde passionné dans lequel on vit, plus c'est petit, plus ça coûte cher, plus c'est gros, plus ça coûte cher. Ouais. C'est-à-dire que, non, mais plus c'est petit, ça coûte maintenant. Tu as des petits classes B. Écoute, ce sont quand même des fourgonnettes. Oui. 200 000 facile. oui, Avec effectivement. taxes, là. Oh, oui, oui. Comment t'expliques ça? Ben, écoute, il faut comprendre qu'il y a des roues, les deux ont des roues, les deux ont un moteur, les deux ont une carrosserie. Ce qui est différent, c'est le volume intérieur. Et c'est sûr qu'un châssis d'un motorisé avec motorisation diesel à l'arrière, fait par Freightliner, n'est pas de même gabarit. On comprend que c'est plus cher. Mais puis aménager un petit véhicule, c'est de la précision. Parce que l'espace est exigu. Ça demande beaucoup de recherche et de développement pour être capable de tout loger, les appareils. Il y a aussi le châssis. Oui. Si tu insistes pour avoir un châssis Mercedes, C'est ça. il va te coûter plus cher que le Dodge. Le Dodge Ram, oui, c'est le moins cher. ProMaster. Oui, effectivement. Mais même là, on regarde une hausse des prix dans les châssis qui est phénoménale. Là. Même la coquille coûte de plus en plus cher. Oui. Tu sais, avant ça, il y a quelques années, tu achetais un pick-up pour 60 000 et il était beau, puis il était luxueux. Ouais. Puis, bon. Ouais. Mais aujourd'hui, tu achètes une coquille pour faire un classe B, donc la vanne, puis tu vas payer 60-62 000 pour un Ford Transit avec un moteur EcoBoost. Il n'est pas aménagé, là. Il n'y a rien dedans, là. C'est un allée de quilles, là, c'est des murs, Ça ça tombe. ça veut dire que si vous projetez d'acheter dans les prochaines années, les prix ne baisseront pas. Non, je ne pense pas que les prix vont baisser. Ils vont peut-être cesser de croître de façon exponentielle, mais ça va se stabiliser. Mais
on ne connaît pas la fin de l'histoire. Tu as des gens qui n'ont même pas passé dans leur vie 3 jours sous une tente ordinaire, encore moins dans une caravane, une autocaravane, appelez ça comme vous voulez, un Winnebago, et qui tout à coup ont l'illumination de Saint-Paul. Ils se lèvent un matin, ah, moi j'ai le goût de tout vendre, et puis de m'en aller vivre à plein temps. Toi, tu l'as fait quand même. Tu as Ouais, vécu 15 ans. 15 ans à plein temps. Oui. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là qui, du jour au lendemain, soudainement sont prêts à tout liquider et aller vivre sur des roues? Écoute, celui qui fait ça du jour au lendemain, il me fait peur. Parce que nous, avant de franchir cette étape-là, on y a pensé, puis on a calculé, puis on a mesuré, puis on a évalué pas mal de choses. Puis c'est un projet qui était partagé. Si Michel, moi, avait pas eu le même goût que moi, jamais on serait parti. Parce que moi, j'ai pour principe que sinon, un qui pèse sa pédale d'essence, puis l'autre sur le frein en même temps, ça sent chauffer, puis c'est pas long. C'est vrai que tu étais revenu en avion. Non. Mais ce que je veux dire, donc, c'est un projet à long terme. Il faut se préparer. C'est très à la mode, là, en ce Oui, moment. ben oui, parce que là, ça devient une panacée, une solution, là. Demain matin, je m'achète un VR et je pars. Mais on ne peut pas faire ça comme ça, là. Il y a plein de choses. Tu sais, ton adresse postale, Ouais. ça te prend une adresse civique au Québec. Les assurances. Les finalement, assurances. tu disais. Ben oui, les durées que tu peux passer aux États-Unis. Parce que, tu sais, moi, l'Alaska, je ne suis pas allé encore. C'est drôle, hein? Mais l'Alaska, il faut que j'aille là l'été. Mais si je vais là l'été, quand j'étais à plein temps, je t'ai pris pour passer l'hiver au Québec parce que j'avais épuisé mes journées de migration hors Canada. Faut que tu calcules tout ça. Puis eux autres, puis en plus, tu as le fisc américain qui peut te demander des comptes. Il y a beaucoup de normes administratives qu'il faut étudier. Puis en ce sens-là, la FQCC offre un service d'assistance et d'aide. Si tu vois les questions qu'on reçoit, surtout, là, c'est incroyable. Donc, c'est un monde complexe et c'est pas une décision qui se prend sans qu'on regarde tous ces aspects-là. Là. Il y a beaucoup de Faut pas- composantes. Faut pas avoir de effectivement. mauvaises surprises. Ouais. Avec tout le télétravail, moi, je travaille beaucoup dans mon Ben, moi autocaravane. de même. Je travaille dans mon autocaravane. C'est mon bureau est là. Et c'est là où je travaille le mieux parce que j'ai la paix, j'ai le silence, j'ai la concentration et j'ai le meilleur des deux mondes. Parce qu'après ça, j'ai la nature pour aller prendre une petite pause de 15-20 minutes dehors, en pleine nature. Donc, il y a beaucoup de gens qui, maintenant, aux États-Unis, travaillent à temps plein dans leur véhicule récréatif. Oui. Puis au Québec aussi. C'est devenu, dans le fond, tu sais, quand tu découvres le télétravail, je le fais à la maison, mais je reste en ville, puis ce que je vois, c'est le mur de briques par la fenêtre de mon voisin. Peut-être que je pourrais être sur le bord d'un lac ou près d'un paysage plus bucolique, puis faire la même chose. Ouais. Évidemment, il faut se donner les outils technologiques pour être capable de travailler à distance, là. Mais ça aussi, ça évolue beaucoup là-dessus. Puis même les campings aussi sont conscients de ça. Oui. En ce sens qu'ils développent des services. Avant ça, un camping disait, ben moi j'ai le Wi-Fi, mais il mettait ça sur son fascicule, Wi-Fi gratuit, mais la vitesse était coup-ci, coup-ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui se préoccupent, de dire, ben oui, j'ai le Wi-Fi, mais c'est un bon. Oui. Alors là, à ce moment-là, ils se mettent à niveau. On est rendu dans une génération, je dirais, du camping 2.0, Oui. où on va émerger de nouveaux entrepreneurs, souvent, qui ont des sous, puis qui vont investir dans un camping qui est manqué d'amour, qui vont le rehausser, mais on parle des centaines, des centaines de Paul- milliers de dollars, des millions. Mais Paul, le secret quand même pour les campings, c'est tout en se modernisant, et ça coûte de l'argent, tu l'as Oui. dit. Essayons de garder cette activité-là à un coût aussi bas qu'elle l'est présentement. Sérieusement, tu peux passer un week-end extraordinaire, ou même une semaine, dans des campings qui vont charger 35 par soir. Électricité, eau courante et égout fourni. Oui, puis Pense-y, Wi-Fi, puis Wi-Fi. 35. Non, mais essaie donc de trouver un hôtel, C'est ça. un motel, un bed and breakfast pour 35 On en a encore beaucoup, aux États-Unis aussi. Oui. Toutes les études qui ont été faites là-dessus démontrent que le voyage en VR est la solution la plus économique pour voyager. Même avec l'essence? Même avec l'essence, ce qu'on ne tient pas en considération, c'est le débourser pour acheter le VR.
La dépréciation, l'entretien est calculé, mais ton VR, il garde quand même une valeur résiduelle. De ce temps-ci, il prend de la valeur. C'est un placement. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Et ça, c'est très important ce que tu soulignes. On est capable en ce moment de revendre nos machines, nos VR, plus cher qu'on les a payés. Effectivement. Alors que tu le disais, c'est un des achats où la dépréciation est la plus importante. Oui. Quand même incroyable. Ouais, on est dans une dépréciation inversée. Inversé. Ben, c'est comme les maisons. Oui, exact. Est-ce que tu vois un avenir aussi, comme je veux dire, économique au Québec? Et je parle des fabricants, parce qu'on a un très bon fabricant, entre autres, qui nous vient à l'esprit, Safari Condo. Oui. Un succès phénoménal. Et tu en étais propriétaire. Ouais, j'en ai eu 6. Près de chez moi, à Terrebonne, il y a Oui. Monte Carlo. J'en ai un. Paradoxe. Ça, j'ai pas eu. Bon, en tout cas, Ben, écoute, j'ai il y a pas des je peux pas savoir. entreprises du Québec qui se lancent dans la fabrication, beaucoup de classe B, Oui. de petites classes B. Est-ce que tu Effectivement. crois qu'il y a un avenir aussi? Ben, il y a un Ils avenir. peuvent compétitionner. Il y a un côté pervers à ça, c'est bête, hein, qu'on pense pas. Moi, j'ai vu des gens, même Safari Condo, j'ai vu des gens avec un véhicule Safari Condo qui est ici depuis plus de 20 ans, là. Puis que la qualité est reconnue. Mais comme il n'était pas membre de la RVIA, il n'y avait pas le collant disant qu'il était approuvé Ouais, par la RVIA. ouais. Puis j'ai vu des gens arriver sur un camping, puis se faire refuser. Puis non, c'est un bricolé, ça. Alors que c'est un véhicule même de plus grande qualité que ce qu'on trouve Ben oui, ailleurs. il y a bien des marques Alors, américaines. Puis là, il a fallu, à un moment donné, il m'a appelé. J'ai dit, ben écoutez, dites-leur d'aller voir le site web, puis ils vont bien voir que c'est un vrai fabricant. Là. C'est pas, ça n'a pas été fait dans un fond de cours. Là. Mais c'est comme je me suis promené pendant des années, là, dernièrement, là, avant la pandémie, bien entendu, avec mon coffre Como. Oui. Bon, fabriqué à Saint-Cyril de Wendover. Ouais. Beau coffre, on peut rentrer 2 vélos là-dedans. Et si vous ne mettez pas des vélos, vous allez mettre des choses extra. Il n'y a pas un endroit aux États-Unis où les Américains ne voulaient pas m'acheter un Como. Un coffre Como. J'ai dit, voilà une belle entreprise de chez nous, ça. Oui. Eux autres, là, the sky is the limit, c'est l'Amérique au complet. Effectivement. Ben, c'est ça. C'est chez nous. On fabrique j'ai toujours dit, les véhicules fabriqués au Québec, là, puis les accessoires fabriqués au Québec, à mon avis, sont dans le plus haut segment de gamme qu'on trouve Ouais. en Amérique du Nord. Ouais. Puis même, je généraliserais parce que les véhicules de classe B, la majorité, à venir jusqu'à tout récemment, parce que là, les géants ont vu qu'il y avait une vague qui se dessinait, Ouais. ils en fabriquent. Mais avant ça, tu avais Lease Louis, Pleasure Travel, Road Trek, Road Safari Trek. Condo, Monte Carlo, New West. Alors, il y avait des fabricants, mais la qualité était au rendez-vous. Plus que ce qui se faisait de l'autre côté. Oui. Il faut dire qu'un véhicule de classe B, ça ne coule pas. Parce que c'est un véhicule automobile. Les Ouais. autos, ça ne Il y a- coule pas. là. en général, il n'y a pas d'extension. Non, Ce qui c'est ça. n'est pas tout à fait vrai, parce que maintenant, on fait des petits classes B, Winnebago ou encore Oui, on met ça, on met Airstream, des. Ouais, avec une petite extension. ouais, juste un petit fauteuil deux places. Oui, ouais. mais tu as raison. Ça ne coule pas parce Ouais. que ici, ça C'est- sort pas. C'est homogène. Oui, Alors donc, à ce moment-là, c'était parfait. Ouais. Mais c'est donc, on ne peut pas dire que c'était des constructeurs de VR, c'était des aménageurs. exact. En Europe, ils font la distinction. Oui. Ceux qui font des classes B, ils aménagent. C'est comme. Westphalia. J'ai des amis, moi, qui sont dans le culte, parce que j'appelle ça un culte. En moto, tu le sais, le culte, c'est Harley. Ben oui. Tu peux avoir une moto aussi bonne, sinon meilleure qu'une Harley, pour moins cher. Mais quand tu es exactement, comme on dit, obnubilé par Harley, tu vas acheter Harley. C'est la même chose pour des Prévost, qui sont des fabricants d'autobus extraordinaires, parmi les meilleurs au monde, Oui. encore ici fabriqués chez nous, et qui les font transformer en VR. Ouais. Il y a déjà eu une entreprise qui en transformait au Québec, mais les marathons, les Featherlight des États-Unis ont pris le dessus. Mais il faut dire que le marché aux États-Unis est très chauvin. Cette année, là, la semaine dernière, j'ai vu un répertoire de tous les fabricants de véhicules de caravane numérotés avec leur modèle. Et pour la première fois, il y avait 2 fabricants québécois. D'aménagement Prévost? Non, pas de Prévost, là, de l'ensemble des autocaravanes. Ah, d'accord, d'accord. ABC, P+. Ouais. Et il y avait Safari Condo, il y avait Monte Carlo qui figurait dans la catalogue. Dans la liste. Oui. C'est la première fois que je vois ça depuis que j'en fais. Autre culte. Et je suis content qu'on aborde ça parce que quand on arrive, et il y a peut-être beaucoup de gens qui sont comme dans l'état où j'étais il y a 6 ans, c'est-à-dire on a fait que parler de ça, et puis
c'est une nouvelle activité, puis on magasine, puis on regarde tout. Il y a des gens qui sont dirigés vers le culte Airstream, Oui. la roulotte en aluminium. Ce que j'appelle, moi, la grosse rôtissoire. Ça a l'air d'une rôtissoire. Mais, Crock-pot. et c'est incroyable ce on pourrait faire juste une émission sur les Airstream. Oui, c'est un phénomène. C'est la roulotte, c'est l'icône des caravanes. Hum. C'est maintenant, ça fait partie du groupe Tour. Ça existe depuis que Wally Beam a fait ça il y a La une première. quarantaine d'années. Ouais. Puis ça continue. C'est très cher. C'est horriblement cher. Et effectivement, c'est une des plus chères Et de c'est, production de masse. Là. et je pourrais dire, c'est très sobre. Attendez-vous pas à des gadgets à n'en plus finir avec. Ouais, mais chez Airstream, actuellement, il y a une pression de la part des Ouais. amateurs d'Airstream pour qu'ils intègrent de nouvelles technologies puis avancées. Là. Mais voilà un investissement. Avant même la pandémie, il y avait des Airstream qui se revendaient beaucoup plus cher que les gens l'avaient payé en 1985-90, parce qu'à cause de la rareté, probablement. Oui, exact. Puis l'auréole qui entoure cette marque-là, là, c'est un mythe. Mais c'est beau. Ben oui, c'est sûr. Tu vois, une Airstream, quand tu es passionné là, de caravaning, puis tu dis, oh, une Airstream, une Airstream. Ouais. Puis il y avait eu le génie d'organiser des circuits caravanes. Oui. C'est un des pionniers des circuits caravanes. Et Oui. quand tu voyais arriver une centaine de caravanes Airstream au Québec, là, à queue leu, Oui, bravo pour la parade, hein? oui. Bon, ben, ils ont créé cet engouement comme ça. Là. Alors, oui. Donc, toi, tu vois l'avenir de façon rayonnante. Ah oui, moi je suis optimiste. Oui. Ah oui. Ben, passion. Non, mais c'est parce qu'on a l'impression que, putain, ça ne durera pas, ça va s'écrouler, tout ça. On a vu des cycles comme ça où, Oui. à un moment donné, les compagnies en arrachaient. Mais, chose intéressante, d'ailleurs, parlant de compagnie, moi, j'avais dit, il y a quelques années, c'est en train de se réaliser. Il reste de moins en moins. Les plus gros continuent. Avale tout le monde. Avalent tout le monde. Oui. C'est pas parce que vous achetez, je donne un exemple, une marque précise que c'est votre marque. Ça peut appartenir à Thor, Oui. ça peut appartenir Oui. à Berkshire Hathaway. Oui, mais encore là, eux autres, oui, c'est le fonds d'investissement, effectivement. Mais tu as des géants là, qui contrôlent l'industrie de façon assez coordonnée aux États-Unis. Et même Thor, ils ont acheté en Europe, ils ont acheté Imer. Oui, Mais c'est le plus gros fabricant au monde actuellement. Thor. Oui, parce que Imer était le premier en Europe. Oui, oui. Alors, tu ajoutes ça, avec ça, là, comment ça va être gros? Là, il va falloir leur dire éventuellement que au prix où on vend ces machines-là, Paul, incluant la taxe qu'il faut ajouter, des assurances et tout ça, Les options. les options, ça finit plus. Est-ce qu'ils pourraient avoir une finition supérieure en ce sens que pour sauver un demi-cent en posant un boulon en plastique qui va casser la première journée. Regardez, on vous le vend, par exemple, une machine, je ne sais pas moi, prix final avec taxe, 200 000 $. Mais on va s'assurer au moins qu'on va vous mettre des vis en métal non accidentes, non corrosives. Oh boy. Ouais. Non, c'est des vis cheap en plastique. Oh, oui, quand c'est pas des broches. Quand c'est pas des broches. Il y a un panneau qui va vous tomber sur la tête, puis vous avez payé 200 000. Ouais. Ben, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une espèce de prise de conscience dans l'industrie des motorisés, des caravanes et des roulottes, comme l'automobile a été obligé de le faire Oui. il y a 45 Avec 50 ans? Rasnader. Mais si on compare avec l'Europe, ils ont une culture différente. Beaucoup moins d'équipements. Il n'y a pas de micro-ondes dans les caravanes. Il y a des petites toilettes à cassette, il n'y a pas de Pas de douche. TV. Non, ben non. Alors, à ce moment-là, mais par contre, ils utilisent l'espace au maximum. Là, ici, en Amérique du Nord, les fabricants américains, c'est plus c'est gros, mieux c'est. Ouais. Alors, puis le problème aussi, c'est que les grosses compagnies qui regardent le rapport trimestriel puis le cours de l'action, Ah, c'est ça. ils sont orientés uniquement sur les profits générés. Regarde, Warren Buffett, c'est Berkshire Hathaway. Oui, Puis il a compris il y a quelques années, voilà un bon endroit pour investir. Mais lui, tu ne le verras pas à ton camping local la fin de semaine. Ça ne l'intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est que l'industrie ne l'intéresse pas. Le placement l'intéresse. oui, effectivement.
On arrive à la période des Oui, c'est questions. ça. Il faut, on s'en questionne, on se Ben questionne mutuellement. Mais il y Mais a d'autres apparemment, gens qui veulent on avoir a des des questions. questions. En fait, oui, quel bonheur de vous écouter tous les deux jaser. Moi, on aurait pris encore plusieurs heures. Merci de votre générosité, mais comme je suis pas la seule, il y a des gens qui ont des bonnes questions, fait que je vais vous en adresser chacun quelques-unes. Et puis, j'espère que ça répondra là, aux questions des gens. Donc, je vais y aller avec un sujet qu'on a discuté auparavant un peu, M. Hood, au niveau du futur des véhicules électriques et hybrides, en fait. Là, on se pose la question, est-ce que les véhicules consommant 30 litres au cent seront les prochains cercueils? Puis qu'en est-il du futur des véhicules électriques et hybrides? Donc, je vous laisse y répondre. Ben, Paul l'a évoqué, puis il le sait très bien. On est dans l'antichambre. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a les piles, on a les batteries pour pouvoir faire déplacer des monstres. Je veux dire, il y a des véhicules Volvo, à moteur Volvo entièrement électrique, des gros camions, des camions à marque qui sillonnent la Californie présentement et tout ça. La question maintenant, qui revient toujours, va-t-on être capable de pouvoir les fabriquer à un prix où il va y avoir des clients? Oui, ça. Puis je dirais que la plus grosse angoisse qu'on rencontre chez le consommateur par rapport au VR notamment, c'est l'autonomie. Actuellement, il en existe quelques petits VR qui fonctionnent à l'électricité, mais 150 km d'autonomie ou 200 km d'autonomie. Là. Tu sais, OK, si tu étais en Europe, ça irait parce que en Europe, tu te retournes d'un côté, tu es dans un village, tu tournes la tête de l'autre, tu es dans l'autre. Mais moi, je dis aux Européens, quand ils viennent ici, nous autres, faire 50 km pour aller chercher un litre de lait quand on fait du camping, ça arrive. Les autres ne comprennent pas ça parce qu'un gros voyage de week-end, c'est 100 km, 150 km. En même temps, Paul, notre industrie, c'est une façon de parler, elle est une pionnière là-dedans. Pense-y. Oui. Tu fais un road trip, tu te déplaces, tu es à bord, mettons, de ton VR électrique. Ben, nous autres, ça fait des années qu'on se branche le soir, ne serait-ce que pour alimenter notre 110, comme on dit, partout en Amérique. Donc, tu peux recharger ton VR, refaire ton cheminat. Mais comme tu l'as dit, ça prend des piles avec une autonomie prolongée. Ouais, Au moins 500 km. Parce que là, le problème aussi, c'est que beaucoup de gens, ils sont craintifs de l'électricité Oui. parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas. Le moteur à essence, ça fait longtemps qu'on le sent. Mais le moteur électrique, pourtant, tout le monde qui a eu un banquier, il sait qu'un moteur électrique, ça ne brise pas. Ben oui. Alors, c'est la même chose quand tu le mets sur une automobile. Il y a moins de pièces mobiles. On est là-dedans. Là. Quand je veux dire, on était en 2021. Oui. Moi, je pense que d'ici la fin de la décennie, Ah oui, tu on va être dans un autre moi, monde. moi, je pense que 5 ans même, c'est déjà une grande, longue délai. Il y a des pick-up qui sont annoncés, le Ford dans le dossier. Oui. Il y a des fourgonnettes, il y a des plateformes avec 4 roues directionnelles. Donc, je te dis, des gros camions. C'est incroyable. Tesla s'en vient avec son camion, puis il a une autonomie de 800 km. Exact. Donc, tant qu'à attendre 3 ans pour avoir un véhicule de cette année, on est aussi bien d'attendre encore quelques années peut-être pour voir ce qui sera sur le marché. Là. Mais pendant 3 ans, vous ne ferez pas de caravaning? Ah, peut-être qu'il y en a un autre en attendant. Là. OK. On parle pour parler. Mais j'espère que ça répond à la question de M. Vignola et Dumont qui nous avait écrit à ce sujet. Ensuite, il y a quelqu'un, Mme Guilou-Légaré, qui se demande, en fait, M. Lacoeur, vous y avez répondu en partie tantôt, camping en mode 12 mois par année au Québec, est-ce possible? Pour l'avoir fait, moi, pendant 4 ans, 3 hivers au Québec à plein temps, ça demande des précautions. Parce que souvent, les VR, le problème qu'on va avoir, c'est qu'il y aura beaucoup d'humidité à l'intérieur. Et là, ça peut nuire. Moi, à l'époque, j'avais magasiné une machine qui était isolée comme une maison, mais il ne s'en fait plus, puis la compagnie n'est même plus là. Alors, tu parlais du Teton, Grand Teton tantôt. Grand Teton en Wyoming. La compagnie s'appelait Teton 11. Ouais. Tu sais qu'aux États-Unis, ils ne savent pas du tout ce que c'est que des tétons. Hein? Non, je sais. Parce que quand tu dis ça, tu dis, où est-ce que c'est cette belle montagne-là? Dans les grands tétons. Et là, quoi? Ah oui. Eux autres, ça n'a pas la même. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton eau courante l'hiver? Alors, l'eau courante, lorsque tu es sur un terrain de camping, ton boyau, tu mets une mousse là, comme on appelle un spaghetti là, quand tu vas te baigner, puis tu mets un fil chauffant, thermostatique. Tu as des boyaux d'ailleurs chauffants. Oui, ben c'est ça. Il y a des fils qui chauffent dedans. Il n'y a pas de danger que tes réservoirs. Ben, les réservoirs, mais maintenant, tu as des rendus, il y a des modèles qui ont des réservoirs avec des éléments chauffants en dessous. Même quand tu fais moins 10, moins 15, moins 20? Oui. Ah oui? Parce que le moins 20, il ne durera pas pendant un mois. Là.
Mais là, quand on parle 12 mois par année pour madame, dans la tête de beaucoup de gens ici, c'est 5 mois au Québec, Ah oui, bien 5 sûr. mois Oui, oui, dans le sud. effectivement. Non, c'est ça. C'est beaucoup plus agréable. Ouais. Je peux imaginer. Ensuite, on a une question par rapport comment avoir Internet sur un laptop dans un VR en voyage. Monsieur Hood, c'est Laurent Daou qui vous pose la question. Très simplement, ça a beaucoup évolué. Maintenant, là, vous n'avez pas besoin d'être tributaire, dépendant du signal plus ou moins efficace Wi-Fi, du camping ou du Walmart où vous arrêterez pour coucher. Maintenant, avec votre téléphone portable, votre 5G, dans bien des cas, 4G ou LTE, vous faites simplement prendre votre appareil cellulaire et vous faites un partage de connexion. Et vous n'avez même pas besoin d'acheter un routeur. Mais non. Votre partage de connexion se fait par votre téléphone et vous négociez avec votre fournisseur en disant, moi, là, je vais consommer beaucoup parce que je vais regarder la télévision sur mon portable et tout ça. Donc, la solution est très simple. Oui, quand tu te déplaces beaucoup, si tu vas passer plusieurs mois dans un même camping aux États-Unis, tu peux aussi prendre un abonnement Internet par câble avec un fournisseur d'accès aux États-Unis. OK. Donc, là, tu vas avoir ton Internet à haute vitesse. Puis, quand tu te promènes beaucoup, ben, je regarde la FQCC, ils ont développé un programme de partenariat avec TELUS qui t'offre 20, soit 50 ou 100 gigaoctets de données très haute vitesse, mais illimitées. C'est-à-dire qu'après que tu as atteint ton quota, la vitesse ralentit. Mais 50 gigs, là, c'est du stock. À moins que tu vois, tu écoutes des télévisions oui. 24 heures par jour. Là. Mais il faut apprendre à gérer. Moi aussi, je suis comme lui. Je trouve que la meilleure solution, c'est d'avoir un forfait téléphonique avec des données panaméricaines, Canada, États-Unis, Ouais. suffisantes, puis de gérer. Par exemple, c'est sûr que quand je pars, moi, toutes les mises à jour qu'on reçoit des applis, là, il y en a tous les jours, 3, 4, 5, 10. Oui, Ça prend des données. oui, Alors moi, je les barre, ça. Quand je suis à l'étranger, je les enlève. oui. Mais quand je vois que j'en ai beaucoup, ben, je vais prendre un café chez McDonald's ou Starbucks, puis pendant ce temps-là, je fais ma mise à jour avec le Wi-Fi gratos qui est offert là. Parfait. Et la bonne nouvelle pour monsieur, c'est que ça évolue tellement vite que en se servant c'est pas un truc, tout le monde vraiment qui connaît ça un peu va faire la même chose. Quand vous faites un partage de connexion comme ça, c'est que vous n'êtes pas dépendant du signal local de Wi-Fi. C'est ça. Donc, vous êtes en plein cœur de l'Arizona, vous êtes en plein cœur de fin fond des bois au Québec, vous faites un partage de connexion, vous ouvrez votre écran et sans abonnement, je parle précis à un fournisseur de câbleau distribution, si vous avez déjà votre propre signal Vidéotron ou Cogeco ou Chat à la maison, vous savez que maintenant, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la télé mobile avec votre abonnement. Oui, mais Alors, moi, j'ai regardé les Canadiens en finale, en plein bois, séparés, coupés du monde, comme si j'étais chez moi. oui, effectivement, tu peux faire ça. Par contre, il faut que tu sois conscient que si tu es aux États-Unis, tu vas avoir des données qui vont interférer entre ton Helix au Québec et ton téléphone aux États-Unis. Alors, c'est pour ça que ça te prend un forfait téléphonique. Ça prend un forfait comme Vidéotron et Oui, oui. Rogers, notamment, ou TELUS, l'offre aux États-Unis. Oui. Mais il faut que tu sois conscient du poids des données que tu vas regarder. Parce qu'une vidéo, c'est beaucoup de données. Ouais. Alors, moi, j'ai vu des gens qui avaient un beau forfait, puis au bout de ils en mangeaient de la télé. Au bout de 2 semaines, ils avaient défoncé leur quota du mois. C'est ça. Alors, il faut gérer ça, Ouais. son utilisation, Super. Ben, merci pour ces conseils. comme on gère l'eau. Ben, exactement. Il faut gérer sa consommation dans pratiquement tout dans notre vie maintenant, puis être à l'affût de ce qu'il y en est. Ben, merci pour ça. On parlait de voyage, plusieurs questions, dont sur le groupe La Route du camping que nous avons reçu cette semaine, les Easy Pass, les Sun Pass. Est-ce que vous pourriez parler un peu au niveau des passes pour les péages aux États-Unis? Oui. Ah, ben ça, Qui a l'honneur d'en Non, parler ben, en premier? Vas-y, parce d'abord. que moi aussi, j'ai vu sur les pages Facebook des gens qui ont rapporté la nouvelle. Puis, un peu comme quand ils ont dit qu'il fallait revenir au pays pour
la COVID en 2020, ben, il y a des gens qui ont tendance à paniquer, puis là, ben, ou à résumer trop. Alors, l'erreur la plus constante, c'est que dire, si j'ai pas un transpondeur, je peux plus prendre l'autoroute. Alors, c'est pas vrai. Tu vas prendre l'autoroute, c'est la même chose que le pont sur la A25. Si tu n'as pas de transpondeur, les lecteurs vont photographier ta plaque et on va t'expédier une facture. Elle va te coûter plus cher un peu, mais ça va. Et là, aux États-Unis, ils ont uniformisé plusieurs transpondeurs. Donc, tu peux voyager du nord au sud. Avant ça, tu avais la SunPass qui valait juste en Floride, puis un petit peu en Georgie. Maintenant, avec le Easy Pass, on peut partir de l'État de New York, aller beaucoup loin dans l'ouest et descendre jusqu'en Floride. Ce qui a inquiété beaucoup de personnes, c'est que c'était dit sur le site de la SunPass, si vous avez un véhicule de plus de 3 essieux, contactez la Caroline du Nord parce qu'ils ont des dispositions spéciales. Et là, le monde s'est mis à paniquer. Mais il faut savoir qu'en Caroline du Sud, il y a 3 segments de route importantes qui sont à péage. Et au total, la plus longue a fait à peu près 50-55 km. Donc, on peut facilement la contourner. Puis, l'autre chose, c'est des routes où les Québécois, dans leur migration, ne vont pas. Donc, ça ne pose pas de problème. Non. On peut très bien traverser toute la Caroline sans aucun péage. Et même si vous n'avez pas appelé, puis même si vous avez 4 essieux sur votre équipage, ben, vous ne serez pas facturé au tarif de la SunPass, mais vous allez être facturé au tarif normal d'une personne qui n'aurait pas de transpondeur. OK. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas de transpondeur que tu es hors la loi. C'est juste que tu décales la facturation. Tout simplement. Juste un petit conseil. Des fois, vous passez dans le guichet Easy Pass, ça sonne, puis vous dites, de toute façon, je rentre au Québec. Ça ne marche pas comme ça. Et comme Paul l'a dit, ils vont vous retrouver avec votre adresse. Vous allez recevoir une jolie facture. Bon. Et le but, je pense que Paul va être d'accord, acquittez votre facture. Oui. Parce que si vous ne le faites pas, elle ne va pas s'évaporer et ça va vous causer des ennuis. Donc, vous n'avez pas besoin, même si vous prenez l'avion. Ouais. Vous allez passer à un moment donné la sécurité, ça va être dans l'ordi, vous n'avez pas payé. Vous n'avez pas payé cette contravention-là. Là, tu vois, Et si vous tombez sur et ça peut arriver, sur un agent qui est de mauvaise humeur le matin, il va mettre ses gants. oui, Là, tu ou vas être encore, nerveux. vous retournez chez vous. Oui, mais il faut dire que la SunPass en Floride, les Floridiens ne pouvaient pas nous facturer parce qu'ils n'avaient pas accès au fichier de la RAMQ. C'est une contravention dans l'État de New York. Ils ont des liens avec la Société d'assurance automobile et ils vont, pas la RAMQ, la Société d'assurance automobile. La SAC. Oui. Et là, ils vont t'envoyer la facture. Mais la Floride n'avait pas ce genre d'entente de réciprocité, de transférer les données entre la Floride et ici. Sauf que tu peux passer 1 fois, 2 fois, 10 fois, mais la 11e fois, il y a peut-être juste un patrouilleur puis un lecteur de plaques. Et lui, il va voir, oh, puis lui, ça fait 20 fois qu'il Ouais, passe, c'est ça. puis ça fait 5 ans. Alors là, ils vont te facturer l'amende pour chaque transaction. Ils vont te facturer des intérêts. Tu vas être chanceux si tu ne reviens pas à pied. Génial. Ben Mais, non. merci d'avoir rassuré. Je pense qu'il y avait vraiment beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Je pense que ça répond bien à la question. En fait, c'est une question de Marcel qui nous a aussi envoyé une autre question. Et je vais y aller tout de suite. Encore une fois, M. Lacœur, vous en avez parlé un petit peu tantôt lors de votre intervention. Il nous demande de préciser et d'expliquer davantage la norme du 6 mois aux États-Unis, s'il vous plaît. Donc, quand vous parlez, vous pouvez essayer de le résumer, en fait. Ouais, oui, ben c'est parce qu'il y a 3 normes. Il y a une norme aux États-Unis pour l'immigration, qui est 180 jours par année. En fait, c'est 183, ça dépend si c'est une année bissextile ou non. Ça, c'est une norme. Alors, après ça, normalement, il faut sortir des États-Unis. OK. Et si on ne respecte pas cette norme-là, ben, il peut arriver qu'on se présente à un poste de frontalier et ils disent, oups, c'est interdit de séjour pour 5 ans. Ah, Ouais. Et avant ça, ça ne posait pas de problème Wow. parce que avant 2014, quand tu traversais, le douanier américain savait quand tu entrais, mais quand tu revenais, tu le douanier canadien qui savait quand tu revenais, puis ils ne se parlaient pas. ouais.
Alors qu'aujourd'hui, il s'échange en temps réel le temps. Et si tu passes 1 minute d'une journée aux États-Unis, si tu passes à minuit 1, tu es obligé de compter cette journée-là comme une journée de séjour. Et ne te retrouve pas dans l'illégalité, Non, pas ne avec eux. serait-ce que 5 heures. Hein? On s'entend-tu là-dessus? Oui, on n'est pas chez nous, il faut être On prudent. n'est pas chez nous, c'est eux autres qui mènent. Et depuis 2001, pour les raisons que vous savez, 11 septembre, Ils sont chez les dents. on surveille ceux qui, même ne seraient que quelques heures de trop en territoire américain, Oui. illégalement. La deuxième norme, parce qu'il y en a une Bien autre, sûr, bien c'est sûr. celle du revenu, du ministère du Revenu aux États-Unis, Oui. qui lui calcule le nombre de jours que tu passes. Il autorise 180 jours, mais il y a une formule tordue qui remonte sur 3 ans. Alors, tu es obligé d'enregistrer les jours que tu as fait il y a 3 ans, mais il les pondère, chaque journée vaut 1/6. Les journées il y a 2 ans, chaque journée vaut un Mais es-tu tiers. obligé de faire un rapport d'impôt? Non, non, tu remplis un formulaire juste qui un s'appelle le 8840, qui est connu de beaucoup de caravaniers. Et ce formulaire-là va attester que tes possessions, ton réseau social, ton réseau bancaire, ton permis de conduire ne sont pas aux États-Unis. Ouais. Donc, tu vas juste dépenser de l'argent pour les faire vivre. Tu n'es pas là pour profiter d'eux autres. Exact. Alors, à ce moment-là, tu te mets à l'abri. Et ce formulaire-là, j'en ai parlé, puis on peut aller Excellent. sur mon blog, puis j'en ai parlé souvent. Parfait. Excellent. Ben, messieurs, c'est le temps qu'on avait aujourd'hui, là. C'est ce qui met fin, en fait, à ce Facebook en direct. Merci infiniment, Paulo, de nous avoir visités. Merci, M. Lacarre, d'être sorti et d'être venu voir, de votre générosité, de toutes les connaissances que vous avez données aujourd'hui au public. En fait, merci à vous aussi à la maison de votre présence virtuelle. Je vous invite évidemment à rester à l'affût de toutes les nouvelles de la FQCC via nos réseaux sociaux, nos infolettres, le magazine Camping Caravaning. On salue Serge Hamelin qui nous écoute présentement de la Floride, probablement avec plusieurs autres membres qui sont là-bas. On vous salue, prenez un bon bain de soleil pour nous. Et puis sur ça, ben, je vous souhaite bon hiver, peu importe où vous le passerez. Et puis on va se revoir au printemps. OK. Merci et bonne soirée. Faut remettre ça, Paul. Faut remettre ça, je pense qu'on a un gros concept d'émission.